Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir et bienvenue, c'est l'heure de notre rendez-vous, votre rendez-vous dans la libre antenne, 2 heures de direct pour vous confier, pour vous aider à trouver des réponses à des questions parfois douloureuses et parfois on cherche à tout prix à exclure de la vie souffrance, des inquiétudes, mais on oublie très souvent que nous sommes tous en constante évolution et au fond on désire plus que tout se transformer. Regardez par exemple la maladie, c'est un moyen de chasser ce qui est contraire à l'organisme. Alors soyez patient comme un malade et confiant comme un convalescent. Vous êtes médecin et c'est à vous-même que vous devez vous confier. Et il y a dans toute maladie des jours où le médecin ne peut qu'attendre. C'est parfois la seule solution. Nous devons accepter notre existence aussi complètement qu'il est possible. Tout, même l'inconcevable, doit y devenir possible. Et au fond, le seul courage qui nous est demandé de faire face à l'étrange, au merveilleux, à l'inexplicable que nous rencontrons. La peur de cet inexplicable n'a pas seulement appauvri l'existence de l'individu, mais encore les rapports d'homme à homme, elle laisse soustrait au fleuve des possibilités infinies. Vous savez, notre vie est à l'image d'une maison. Et j'aime bien souvent, vous le savez, prendre cette métaphore de maison. Si on se contente de rester toujours dans la même pièce, dans un coin de soleil, parce qu'on n'y est plus en sécurité, on reste en deçà de ce que la vie nous offre. Or, nous dit le poète Rainer Maria Rilke, nous avons été placés dans la vie comme dans l'élément qui nous convient le mieux. Ce n'est pas le monde qui est effrayant, mais nos frayeurs elles-mêmes. Toutes ces choses terrifiantes ne sont peut-être que des choses sans secours qui attendent que nous les secourions. Alors venons au secours ce soir de ces choses, ces pensées, ces croyances qui nous empêchent de prendre notre élan. Nous avons un week-end pour imaginer un nouvel envol et puis Quentin qui est là, fidèle au poste au 39 21 pour accueillir vos appels et c'est Nicolas Godet qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr 39 21. J'attends vos appels. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Louise. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Oui, merci. Je vous appelle, c'est pour parler de choses assez intimes. Oui. C'est pour... en fait, je suis souvent en proie à des fantasmes qui me prennent beaucoup d'énergie. Mmh. Donc, je fantasme sur une personne et ça, c'est un peu difficile pour moi de différencier la réalité du rêve, du fantasme. Donc je mélange un petit peu tout et ça me prend beaucoup d'énergie en fait dans ma vie. Parce que le propre du fantasme, Louise, c'est que c'est un scénario imaginaire en fait, hein, et souvent érotique, donc pas du tout dans le réel. Quand vous dites que vous faites pas la frontière, vous savez que Freud en fait traduisait de l'allemand fantasie, hein, qui est un terme inventé par Freud et qui est un compromis entre deux termes existants, le fantasme qui est l'hallucination, hein, PH, et fantaisie, la capacité à imaginer. Oui. Donc on est vraiment placé dans l'imaginaire. Et vous dites, j'ai du mal à voir cette frontière entre réel et imaginaire. Donc c'est pas complètement le fantasme. Vous ne faites pas justement la différence, c'est ça? Non, je fais pas la différence. C'est-à-dire que tout est un peu mélangé et c'est un peu difficile pour moi. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire justement qu'est-ce qui se mélange, qu'est-ce qui se passe dans cette frontière-là qui n'est pas étanche? Par exemple, je vais fantasmer sur une personne bien précise, et dès que je suis pas occupée, je vais me mettre à penser à lui, à imaginer des scènes d'amour assez érotiques, enfin même très érotiques, et
et puis bon, évidemment, ça, c'est agréable, mais en même temps, c'est difficile parce que c'est pas la réalité. Donc, oui. Parce que c'est vrai que le fantasme dans la vie sexuelle est un régulateur. On en a besoin. C'est normal. Oui. J'ai presque envie de vous dire, il signe même une normalité, le fantasme. Maintenant, est-ce que vous, ce fantasme, il a pour objet de vous échapper d'un réel qui ne vous satisfait pas? Est-ce que vous avez un compagnon? Est-ce qu'avec ce compagnon, ça se passe pas et ça se passe comment sur le plan intime? Non, ça s'est jamais bien passé. Et voilà. Donc, je connais depuis 20 ans. Oui. Et donc, ça n'a jamais été bien, c'est vrai, sur ce plan-là. Plan sexuel, je veux dire. Oui. Donc, d'où l'utilité du fantasme. Oui. Oui, excusez-moi, oui. Par ailleurs, ça va, mais c'est vrai que j'ai jamais été satisfaite sur ce plan-là avec lui, oui. Il le sait, vous en avez parlé, il le sent? C'est-à-dire que, en fait, maintenant, on fait plus trop l'amour parce que, en fait, et puis finalement, ça m'arrange. Parce qu'avant, c'était un peu des sources de conflit. De tension. En fait, vous n'êtes pas passé au travers de ces tensions et ça s'est transformé en rien plutôt que de la tension. Vous n'en avez rien fait de cette tension-là et vous, aujourd'hui, vous vivez dans quelque chose d'autre, c'est-à-dire le fantasme dont vous aimeriez bien qu'il soit un peu plus réel parce que quelque chose vous manque dans le réel, vous. Oui, j'ai toujours été comme ça, en fait. Même avant aussi, j'étais comme ça. J'ai toujours été un petit peu dans le rêve, quoi. Et c'est de plus en plus maintenant. Oui. Parce qu'il y a une fuite du réel qui est insatisfaisant. Oui, aussi, oui. Ce serait possible ou pas de réouvrir le dossier, entre guillemets, avec votre conjoint pour voir qu'est-ce qui serait envisageable ou ça ne l'est pas du tout, selon vous? Non, je pense pas, non. En fait, comme je vous l'ai dit, ça m'arrange finalement qu'il n'y ait plus grand-chose. Parce qu'avant, c'était plutôt des sources de conflits, en fait, entre nous, des fois. Et alors, voilà, du coup, si ça vous arrange, en quoi vos fantasmes vous dérangent? Mais parce que quand je fantasme sur quelqu'un, j'ai des sensations physiques dans mon corps en même temps. Et puis en même temps, je sais que je ne vais pas pouvoir le faire. Parce que j'ai eu des occasions, comme on dit, mais j'ai jamais comme on dit, trompé mon mari. Ça, je l'ai jamais fait. Mais j'aurais pu le faire, oui. C'est-à-dire, je vis avec ça, en fait. Et c'est très douloureux parce que du coup, il y a toute une partie de vous. Difficile, oui, parce qu'il y a une partie de vous qui ne se vit pas. Non, qui est non très vivante. Difficile, oui. Alors, en fait, je fantasme beaucoup, surtout, et j'ai réfléchi à mon problème, en fait. Je fantasme beaucoup sur tout ce qui est sur les mains. Donc le toucher, la caresse. Oui. Voilà, la caresse, les caresses, le toucher. Et en particulier les caresses intimes. Et alors, je sais pas si peut-être c'est lié à quelque chose qui s'est passé parce que j'ai réfléchi beaucoup à ça quand j'étais enfant, en fait. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a un lien? Mais ça, je l'ai jamais dit à personne. Donc, j'ai toujours gardé pour moi. Donc, je peux vous le dire maintenant, mais c'est vrai que je l'ai jamais dit à personne. Donc, je me demandais si c'était pas lié, j'avais pas un lien avec ce qui s'est passé quand j'avais 9 ans. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous aviez 9 ans? Quand j'avais 9 ans, en fait, je devais avoir des gouttes à mettre dans les yeux. Et c'était deux gouttes différentes. Et il fallait les mettre
à peu près 15 minutes d'intervalle. Donc c'est ma mère qui faisait ça. Et en fait, donc j'étais allongée donc sur le lit et elle mettait une goutte. Et puis, par contre, ce qu'elle faisait entre les deux, c'est qu'elle me touchait les parties intimes pour soi-disant nettoyer. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, nettoyais quoi? Non, je comprends bien ce que vous voulez dire. Ce que je comprends pas, c'est l'explication de votre maman. Qu'est-ce qu'elle cherchait à nettoyer? C'est-à-dire qu'elle explique. Oui, c'est-à-dire j'étais allongée sur le lit et elle. Comme si elle vous masturbait. Plus exactement. Oui. Elle vous caressait? En fait, oui. C'était pas des caresses, mais elle mettait sa main sur votre sexe. Une de ses mains, voilà. Oui. Voilà. Et bon, moi, je laissais faire. Et elle. Et il me semble qu'elle disait c'était pour nettoyer. Alors je me suis demandé, tout ça j'avais oublié évidemment. Et vous avez le souvenir si vous trouviez ça désagréable, agréable, incongru? Qu'est-ce que la petite fille incongru, voilà, c'est ça, très bien. C'est ça exactement, oui. Je trouvais ça pas normal. Bizarre. En fait. Nettoyer quoi, c'est la question qui vient. Oui. Et comme si votre maman en profitait pour vous toucher, alors même que vous étiez déjà dans l'innocence de l'enfance, mais surtout allongée en mettant une goutte dans l'œil. Et je revois très bien la scène. Je revois très très bien la scène et c'est vrai que j'en ai jamais parlé à personne. Et quand vous faites le lien entre les fantasmes aujourd'hui ou une vie sexuelle qui n'est ni aboutie, ni dans le plaisir, ni vécue, et que vous faites le lien avec cette scène d'enfance, qu'est-ce que vous en comprenez du lien que vous faites? C'est en fait ce qui m'a guidée, c'est cette attirance pour les mains. Je me suis demandé pourquoi je suis toujours attirée par les mains. Et après, j'ai fait ce rapprochement. Et il y a à peu près un an, je suis allée voir une psychothérapeute pendant peut-être à peu près 18 mois. Et ça se passait très bien avec elle. Et une fois, c'est vrai, je lui ai presque dit ça, mais je lui ai en fait jamais dit. En fait, je l'ai jamais dit à personne. Pourquoi? Je me suis arrêtée juste avant. Puis après, elle a arrêté. Elle a pris une année de disponibilité. Et donc après, je l'ai pas revue. D'accord. Et vous pensez que ce qui vous a arrêté, vous le qualifieriez comment? Comme un sentiment de gêne, de honte? Oui, c'est ça. De honte, C'est ce que ressent un enfant. Un enfant à 9 ans qui comprend que ça ne doit pas avoir lieu et honte de ça. Oui. Mais voilà, j'ai fait ce lien, en fait. Je sais pas si c'est... Donc il y a quelque chose qui est lié au sexe chez vous, mais parce qu'il y a eu une maltraitance sexuelle envers vous, enfant. Il y a quelque chose de la part de votre mère qui est pas respectueux et correct et dans l'axe pour vous, pour une petite fille de 9 ans. Oui. Et qui est un abus. Un abus de votre intimité. Vous avez subi un abus. Oui, c'est vrai que ça me paraît absolument incroyable maintenant quand je revois cette scène. Vous n'en avez jamais reparlé ou elle est vivante aujourd'hui, votre maman? Oui, mais elle est en mauvaise santé. Oui. Mais c'est vrai que. Est-ce que c'est ce genre de scène que vous remettez en scène dans vos fantasmes? Allongé, quelqu'un vous touche avec la main? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, les fantasmes que j'ai sont vraiment très très érotiques et pas du tout allongés justement, plutôt debout. Ah oui. Pour ne pas être dans le même cas. Et est-ce que vous, avec votre époux, quand ça se passait pas bien, vous dites c'est vous qui supportiez pas qu'il vous touche justement, ou la façon dont il vous touchait? C'est pas que je supportais pas, c'est que je m'ennuyais plutôt. D'accord. Je trouvais ça ennuyeux en fait, et ça me donnait rien. Donc, par contre, avant lui,
j'ai eu une histoire d'amour très passionnée avec quelqu'un et bon, ça n'a pas continué, mais c'est vrai qu'avec lui c'était différent. Ça se passait mieux et je pense que j'aurais pu évoluer. Parce qu'en fait, j'ai l'impression depuis 20 ans que je suis restée au même point. Vous voyez ? Oui. Pas eu d'évolution. Oui, il n'y a rien qui s'est passé réellement et en fantasme, vous avez avancé. Mais je me demande dans quelle mesure, parce que vous me dites justement que fantasmer, c'est douloureux pour vous. Alors, ce que je vous expliquais, c'est que psychiquement, c'est quelque chose de très naturel et qui d'ailleurs agrémente la sexualité de nombreux adultes, même quand justement, pas même quand les choses se passent bien, puisqu'on en a besoin, on y a recours, ça alimente le désir. Mais chez vous, en fait, je me demande dans quelle mesure ce fantasme n'est pas douloureux parce qu'il renvoie à cet événement et c'est là où le lien se fait de la petite fille de 9 ans qui a eu honte et qui, du coup, vous interdit aujourd'hui l'accès au fantasme. Vous y avez accès, mais ça reste quelque chose de pas bien. Oui. Est-ce que c'est ça que vous ressentez quand vous avez des fantasmes aujourd'hui ? En fait, je trouve ça très agréable d'avoir des fantasmes. Oui, vous avez raison. Mais après, je tombe dans une sorte de tristesse parce que je sais que ça va pas se passer. Donc, il y a deux choses. Il y a des choses positives et négatives. Alors, c'est quand même assez difficile. Bien sûr, c'est douloureux parce que le fantasme, c'est ce qui vient combler un vide, un manque. Donc, quelque chose de une différence, quelque chose d'énorme. Oui. Et on est vraiment dans l'inconscient avec le fantasme. Oui, c'est vrai, oui. 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 Et donc le fantasme essaye d'épouser la forme du vide. Oui. Mais il se met partout là où il y a du manque. Il prend toute la forme du manque, si on pouvait lui donner une forme. Oui, il prend toute la place dans ma tête parfois. Pendant quelques années, je fantasmais moins, j'étais plus calme et maintenant ça a tendance à recommencer. Oui, parce qu'avec le temps, les choses se creusent. Et puis, il y a dans votre histoire l'interdiction aussi, ce qui rend très douloureux pour vous, parce que c'est quelque chose que vous avez du mal à vous autoriser parce qu'abusé enfant. Oui. Donc les deux, vous voyez, les deux phénomènes, si vous voulez, se rencontrent à cet endroit-là. Oui. Vous continuez à être en thérapie, Louise, ou pas du tout ? Non, depuis c'est elle qui avait arrêté, et depuis j'ai pas continué, non. Mais j'étais bien avec cette personne. Je pense que j'ai besoin de recommencer. Oui, ce serait bien et surtout d'aller élucider cette partie-là, parce que la question est de savoir est-ce qu'il y a, et très prudemment, quelque chose à décider pour vous, pour ne pas être dans cette souffrance par rapport à votre couple actuel. C'est pour ça que je suggérerais éventuellement d'en reparler avec votre époux, de voir est-ce qu'il y a quelque chose de possible de ce côté-là, parce que la sexualité, ça s'apprend aussi à deux, c'est une rencontre et peut-être que lui aussi, j'imagine, il doit être malheureux. J'ai pas l'impression, en fait. C'est vrai que... lui aussi doit s'en passer, j'imagine, ou alors c'est qu'il le vit ailleurs. Non, il ne le vit pas ailleurs non plus. Je pense pas qu'il soit tellement intéressé, en fait, par l'amour physique. Je pense pas. Ouais. Non, je pense pas que ça le gêne trop. Donc, alors il y a Laurence qui dit peut-être que c'est une façon, et elle a raison Laurence, de rescénariser le désir, votre fantasme, et aussi de détourner l'abus sexuel, c'est-à-dire de vous réapproprier votre corps qui a été abusé. Et dans le fantasme, vous avez la maîtrise, alors que dans le réel, vous l'avez moins, et puis le réel est dangereux pour quelqu'un comme vous. Oui, c'est vrai. Oui, ça. Tout ce qui est réel devient dangereux. Oui. Il y a Lala qui dit, ça vous rend triste aussi peut-être, parce que votre fantasme est là comme un exutoire et non comme un chemin de concrétisation. C'est comme un vide.
Mais ça, c'est ce que je vous expliquais, c'est qu'il épouse la forme du vide. Sauf que chez vous, il y a quelque chose de lié à l'abus, et donc pour le détourner, vous pouvez rien faire de ce fantasme-là. Quand je dis rien faire, c'est-à-dire qu'au lieu que l'imaginaire se transcende, il ne peut pas, se frayer un chemin. Donc il devient totalement obsédant. Oui, puis ça tourne à l'obsession. Oui, il y a que J.K. Vital qui dit, entre autres, l'abus entraîne une confusion. Elle donne l'impression de vouloir remplir son vide intérieur avec ses fantasmes, et douleur et excitation peuvent coexister, bien sûr, et c'est votre cas. Oui. Alors René demande, est-ce que vous fantasmez sur des hommes inaccessibles ou, d'ailleurs, moi je rajoute, accessibles? Je l'ai fait sur des hommes accessibles. Oui. Ça m'est arrivé il y a quelques années. C'était quelqu'un que je voyais régulièrement. Et c'est vrai que j'aurais très bien pu faire l'amour avec lui parce qu'il était aussi intéressé, mais je ne l'ai pas fait. Juste avant, j'ai pas pris le numéro de téléphone, je l'ai pas fait. Pour une question d'engagement vis-à-vis de votre époux, de valeur pour vous, de la valeur de la fidélité, oui. Ou par interdiction. Très très tentée, vraiment très tentée. Et ça vous poursuit de ne pas l'avoir fait aujourd'hui, vous pensez? Non, maintenant j'y pense plus. Non, mais c'est vrai que j'étais à 2 doigts de le faire, vraiment. Et je l'ai pas fait. Et après j'étais contente de moi parce que je dis j'ai pas. En fait j'ai fait quoi. Parce que si je l'avais fait après j'aurais sans doute été aussi pas très heureuse après, probablement. On ne sait pas. Vous ne savez pas. Non. Ouais. Et avec votre papa, comment ça se passait? Quel rôle il avait? Quelle place il avait? Il s'occupait pas de moi du tout. Il s'occupait pas de moi. Il était pas méchant, mais il s'occupait pas de moi du tout. D'accord. Il n'était pas existant en tout cas. Donc votre maman, votre maman, en étant dans l'abus, était elle aussi, on peut imaginer, une femme très frustrée sur ce plan-là. Je suppose, oui. Et oui. Oui. Et donc, est-ce que vous portez pas aussi une part de la frustration de maman? C'est possible, oui. Vous l'aurez transmise. Je suis très, très différente d'elle. Oui, je suis vraiment très différente d'elle. Ça n'a rien à voir. Oui, c'est possible, oui. 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 Vous voyez, il y a plusieurs pistes, mais là, ce qui me pose question pour vous, c'est toute la douleur, parce que vous dites que ça vous empêche, en fait, dans la journée, même de penser, d'aller à vos occupations, c'est obsédant. C'est obsédant et ça m'empêche de dormir aussi. Je dors pas beaucoup du tout. En pensant à ça, vous voulez dire que vous pensez à un homme précisément? Plus maintenant, mais c'est vrai, il y a pas longtemps, oui, ça m'est arrivé, oui. Oui, c'est vrai, maintenant c'est terminé. Mais maintenant, je me sens très fatiguée, en fait. Je me sens, comme si j'ai plus d'énergie. Mais parce que votre corps trouve pas le repos? Parce qu'il n'a pas ce dont il a besoin? Oui. Oui, c'est ça, je pense. Et je dors pas beaucoup la nuit aussi. Et vous faites le lien avec ces fantasmes? Oui. Oui. En fait, vous manquez beaucoup d'amour et du bon amour, c'est-à-dire de quelqu'un qui vous touche au bon sens du terme, hein, et pas justement parce qu'il y a. Je reviens effectivement au message de Laurence pour essayer de juguler en fait l'abus de votre maman qui doit obstruer toute la place. Oui. Mon mari est très gentil avec moi. Ah oui, mais c'est pas la même chose d'être touché. Et oui, mais on a un corps. On a un corps aussi. Et votre corps, lui, il est en manque de caresses. Oui, c'est vrai. Le corps de la femme que vous êtes, il en a besoin pour s'épanouir. Et c'est très naturel. Oui, et c'est vrai que ça me manque beaucoup, ça. Oui. Et c'est un besoin naturel, encore une fois, Louise. C'est ça qui est dans votre histoire terrible, c'est que vous êtes un peu emmurée
dans à la fois, et on comprend votre engagement d'un côté, mais aussi votre désir et votre besoin. Oui. Et je suis assez persuadée, vous savez, que votre mari a le même besoin. C'est pour ça que je vous demandais dans quelle mesure, mais j'insiste un peu, pour vous, justement, s'il est très gentil et c'est un bon dialogue dans le couple, pourquoi ne pas s'en ouvrir à lui faire confiance? Pourquoi ne pas lui donner votre confiance de femme à cet homme-là? D'accord, peut-être que vous vous ennuyez, vous avez eu des enfants avec lui, vous avez des enfants? Oui, j'ai des enfants, oui. Et donc le souvenir simplement que vous avez des relations sexuelles avec lui, c'était de l'ennui, hein? Oui, c'est vrai. C'est pas que c'était désagréable, Non, je m'ennuyais. Oui, mais qu'est-ce que vous avez fait pour pas vous ennuyer, vous, de votre côté? Oui, peut-être, c'est vrai, j'ai pas fait beaucoup d'efforts non plus, c'est vrai, oui. Sans faire des efforts, c'est du dialogue, la sexualité. C'est pas tant une histoire d'effort que de guider l'autre. Un homme ne peut pas connaître d'emblée le corps de sa compagne et comment il réagit, chaque femme étant très différente et vice-versa. La femme ne connaît pas, n'a pas toujours accès. Et donc, la sexualité, on oublie très souvent de dire que c'est quelque chose dont on doit parler absolument. Ça se raconte, ça se dialogue. Oui. J'ai pas envie. Ah oui, mais comme vous dites, vous n'avez pas envie parce que vous voulez rester dans vos fantasmes. Parce que si vous le faites, si vous le faites, vous n'aurez plus accès. Oui. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle en psychologie le bénéfice secondaire. C'est-à-dire, on souffre d'une situation, mais vous avez un tel bénéfice secondaire à la situation que vous ne voulez pas la lâcher. Et pourtant, la situation vous fait souffrir. Oui. Et souvent, le bénéfice secondaire est très maigre par rapport à ce qu'il apporte, par rapport à une situation qui fait souffrir, mais simplement, on imagine, c'est vrai que vous allez perdre ce bénéfice, mais vous allez y trouver autre chose. Oui. Ah oui, il y a Laurence a une bonne idée, elle dit, je préconiserais un massage thérapeutique qui donnerait un nouveau message au corps. Oui. D'aller vous faire masser. Oui. Est-ce que vous vous faites masser, Louise? Non, je le fais pas, non. Mais ça pourrait complètement vous apaiser. D'aller en institut, Oui. Oui. Je m'occupe pas tellement de moi, en fait. Et pas de votre corps du tout. Non, pas trop. Mais oui. Donc la tête a pris le relais par des images. C'est vrai, oui. Parce que ce corps, il a besoin d'être touché, d'être choyé. Ça peut passer au départ, effectivement, par des massages. Oui. Qu'est-ce qui vous empêche d'en parler avec votre mari de cette situation, si vous vous entendez bien? Oui, c'est vrai qu'on parle pas de vous, de sexualité. Non. Est-ce que vous parlez chacun de vous, c'est-à-dire de vos sentiments, sensations, ce que vous ressentez, je sais pas, au travail, au cours d'une journée, dans des relations? Est-ce que vous confiez? Pas du tout. Oui, il y a de la complicité dans votre couple. Oui. De l'amitié, voilà, de l'amitié. Oui, c'est de l'affection. Mais il y a de l'amitié? Voilà. Vous partagez comme des amis? Vous vous racontez des choses? Oui. D'accord. Oui, mais on fait, oui. D'accord. Donc, mais parler de sexualité n'est rien d'autre que d'être aussi dans une forme d'amitié, sauf que le sujet dont on va parler, ça va être de son corps, de ses sensations, de ce qui ferait du bien. Oui. Je vais presque vous prendre une image qui pourrait paraître choquante, mais de la même façon qu'on va parler de ce qu'on aime manger, par exemple, les plats qu'on aime bien ou comment on aime cuisiner. Et c'est très sensuel, la nourriture. On peut parler aussi de ce qui nous fait du bien sur le plan corporel. Des caresses, de la façon dont on aime toucher, de se dire des mots doux, des mots gentils. C'est de la confiance. Et ça pose la question parce que vous, la confiance a été abîmée. Vous confiez votre corps à quelqu'un, on comprend que la petite fille de 9 ans, elle a encore très peur parce qu'un abus, c'est ne plus confier jamais son corps aux mains de quelqu'un d'autre. Donc peut-être que vous êtes ennuyé parce que plus jeune, vous aviez bloqué les sensations de votre corps. Je pense, oui. Qui sont devenues, qui sont parties du coup dans le fantasme, c'est-à-dire au niveau de la raison, parce que ça a été bloqué, parce qu'interdit, parce que douloureux de ce fait-là. Oui. Vous n'avez jamais parlé de ça à votre mari? Non.
jamais, non. Oui, et pourquoi? Non, c'est la première fois que je parle de ça. C'est bien, bravo. Oui. Oui, c'est important. Oui. C'est important parce que la petite fille de 9 ans, elle est victime quand même de quelque chose de très violent, et encore une fois abusée. Et elle a besoin que vous puissiez l'aider à se restaurer. Et pour se restaurer, il faut la confier à des mains aimantes et à des caresses aimantes, celles que vous fantasmez très justement. Oui. Il y a Lala qui demande, est-ce que vous avez encore un peu de désir enfoui pour votre mari? Ou quelquefois, est-ce que ça vous arrive d'être désirant en tant qu'homme, tout simplement? Ou jamais? Pas tellement, non. Ouais. Pas tellement. Parce que vous le considérez pas, vous l'avez pas mis à cette place-là. Voilà, c'est ça. Il n'est pas envisagé comme un partenaire sexuel, vous l'envisagez plus comme ça. Oui, c'est vrai, je le vois pas comme ça, c'est vrai, oui. Oui. Vous envisagez tous les autres hommes sauf lui? Pas. Non, Ça, je dis tout, enfin. Ça n'arrive pas très souvent quand même. D'accord. Et qu'est-ce qui déclenche d'ailleurs quand vous envisagez comme ça un autre partenaire? Est-ce que vous savez l'élément déclencheur qui fait que cet homme-là, vous allez l'envisager? Vous allez le désirer? Est-ce qu'il y a un dénominateur commun? Je le sens tout de suite. Ça, c'est vrai, tout de suite comme ça, j'ai comme un flash et je sais, je peux pas trop l'expliquer. Vous sauriez pas dire ce serait intéressant que vous, même si vous savez pas là, mais que vous essayiez de penser à quel est à chaque fois l'élément qui déclenche? Quel est l'élément commun? Et vous n'aurez peut-être pas la réponse tout de suite, c'est pas grave, mais c'est juste une piste pour vous de réflexion qui peut vous guider. D'accord, oui. C'est important. Oui, j'aime peut-être des hommes très masculins, très... Oui, c'est vrai. Moi, mon mari, il est bien physiquement, il est bien, mais c'est vrai que je le mets pas dans le désir. Et j'arrive pas, en fait, à le mettre comme ça dans... Il y a quelque chose qui est troublant, parce que votre mari, il a une posture bienfaisante et bienveillante à l'image d'une certaine manière de votre mère. Et donc, il est envisagé comme un compagnon proche de vous, comme a pu l'être une maman pour la petite fille. Et quand vous parlez d'hommes très, très masculins, c'est pour marquer une différence radicale avec votre maman. Or, un compagnon, quand on crée une famille, il y a quelque chose qui se recrée de la famille d'avant et du lien paternel, maternel dans le couple. Voilà, on prend soin l'un de l'autre, vous dites il est très gentil. Et il y a quelque chose qui doit troubler là, votre désir, en lien avec ce qui vous arrivait dans l'enfance. Et vous êtes attiré sans doute par des hommes, comme vous dites, très masculins dans le sens tellement, peut-être même brutalement masculin, j'ai envie de dire. C'est très possible. Oui, c'est vrai, c'est ça. C'est vrai. D'une violence masculine presque, pour faire barrage à la mère. Oui, j'avais pas pensé à ça. Oui, c'est vrai. Oui. Mais oui, parce que là, effectivement, voilà, votre mari, il est dans le foyer, à la même. Alors, c'est pas la même place, mais ça a un écho d'un foyer d'avant, même si ça n'a rien à voir et c'est pas le même. Oui. Mais là, vous fantasmez plus sur un inconnu très très masculin, qui lui ferait presque moins peur que quelqu'un de très proche. Vous avez été abusé par la plus proche de vous, qui était votre maman. Oui. Je vois, oui. Vous voyez ce que je veux dire, oui. Oui, je comprends, oui. Oui. Donc, vous avez à repasser par ce trauma, Louise, et puis de voir, voilà, et de replacer dans votre réel aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire pour vous-même et décider pour accueillir cette souffrance-là, déjà, juste l'accueillir et dire, est-ce que je décide d'en faire quelque chose pour pas continuer à être dans cette souffrance? Et déjà aussi, sans doute allez vous faire masser, ce serait déjà une piste, et reprendre une thérapie. Oui, je pense que j'en ai besoin, oui.
Bon courage à vous, Louise. Hein. Oui, merci beaucoup. Et je vous souhaite d'avancer là-dessus. Et je vous remercie de m'avoir fait confiance et d'en avoir parlé ce soir sur l'antenne, parce que c'est peut-être une porte que vous venez d'ouvrir, du moins je l'espère. Et ouvrir une porte, vous savez, après, il y a déjà l'acte de l'ouvrir, et puis après de savoir si on va la passer, la porte, ou pas. Pour l'instant, vous l'avez ouverte, mais vous ne la franchissez pas. Peut-être que l'étape d'après, c'est de savoir est-ce que vous allez rentrer dans la pièce, si je reprends l'histoire de la maison, et franchir le seuil de la porte pour aller rencontrer Louise, qui a besoin qu'on l'écoute manifestement. D'accord. Je vous remercie beaucoup, Sophie. Oui, merci. Je vous embrasse, Louise. Oui, bonne nuit à vous. Aussi. Au revoir. Merci. Au revoir. Brel, Amsterdam, vous l'avez reconnu, magnifique chanson. Europe 1 s'associe aux Journées du patrimoine en passant, et quelle chance, de très belles chansons françaises. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Maryse. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci. Ça fait du bien d'entendre Jeanne Brel. Oui, ça fait du bien. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est chouette. Vive les Journées du patrimoine, on a le droit dans la libre antenne à de la chanson française, c'est sympa comme tout. Oui, enfin j'aime bien votre programmation en principe. Oui, tant mieux, Maryse. Merci. Voilà, bon, ce que je voulais vous raconter, c'est l'histoire de notre famille qui a été un peu douloureuse. C'est-à-dire que j'ai été mariée 2 fois. Donc du premier mari, j'ai un fils. Et du deuxième, j'ai eu trois enfants. Mais c'est surtout ce fils-là dont je veux vous parler, qui lui-même a 22 ans. Moi, je l'ai eu à 23. Et lui, à 22 ans, il a eu une petite fille qui n'était pas prévue. Ça a été même un déni de grossesse de la part de la maman, qui avait très peur de ses parents. Très très peur de leur réaction. Donc voilà, elle a mis cet enfant au monde dans la ville où j'habitais à l'époque, et bon, ça s'est très bien passé, on avait de très bonnes relations, tout allait bien, jusqu'au jour où ils ont décidé de partir dans la grande ville, dans la ville, plutôt que de rester en campagne où on est, nous. Et donc, à partir de ce moment-là, le blocage a été fait. Mon fils a vécu des choses assez terribles avec cette famille. Et il est arrivé un moment où carrément il n'avait plus le droit de voir sa fille. C'était très très grave, des menaces et tout. Et donc à partir de l'âge de 2 ans et demi, on l'a jamais revu. Mais bon, les enfants, ça grandit. Ouais, il a plus. Et elle aujourd'hui elle a 26 ans. Et elle est maman déjà depuis 2 ans. Et au moment où elle a été maman, elle a voulu retrouver son père. Ce que lui aussi voulait faire d'ailleurs, il est revenu s'installer ici. Il était dans une grande ville ailleurs. Et il est revenu chez moi, donc s'installer avec moi, pour justement dans le but de la retrouver aussi. On sait où elle est, on savait à peu près où elle était. Mais mes enfants de mon deuxième mariage, qui n'ont donc pas le même nom, l'ont recherchée, l'ont trouvée sur les réseaux sociaux. Et on a vu ses photos, on a vu un tas de choses comme ça, on savait à quoi elle ressemblait. Et donc, il suffisait de franchir le pas. Mais le pas, il a été franchi par elle. Oui, c'est souvent le cas, hein, qu'au moment où on devient parent, on recherche, C'est normal. Oui, ça, je l'ai très bien compris. Oui. Et donc, elle a donc retrouvé un frère de mon fils, de mon ex-mari, puisqu'il s'était remarié, lui-même a des enfants. Et comme c'est le même nom, c'est lui qu'elle a retrouvé. Et donc, ils se sont vus. Et là, elle a découvert qu'en fait, son père l'a pas abandonnée, qu'il l'avait quand même plus ou moins élevée. Parce que la maman avait raconté qu'elle avait été abandonnée. On n'a rien raconté. Elle n'avait pas de père. On lui a rien raconté. Ah, on lui a dit quoi? Rien, mais elle n'avait pas de père. Mais elle a pensé que son père. Donc elle porte son nom, hein. Il l'a reconnu et tout. Il n'y avait pas de souci. D'accord. Donc elle pensait que son père l'avait abandonnée. Était parti. Voilà, il l'a abandonnée tout simplement. Forcément, elle s'est fait un film. Elle s'est fait un film dans sa tête, forcément, en disant quand même. Là, ils se sont revus. Donc le frère a tout de suite contacté son frère. Il lui a dit, tu sais pas avec qui je mange, avec Élodie, avec ta fille. Et lui, il avait plein de photos à lui montrer. Des photos où elle était avec son père, avec la famille. Et donc, moi aussi, j'avais quelques photos que j'ai confiées à mon fils. Ils se sont vus, sont allés au restaurant ensemble.
Et apparemment, il avait l'impression que ça s'était bien passé, mais alors elle s'en est pris dans la tête. Elle a compris que ses grands-parents avaient mis un blocage, que sa mère aussi, et qu'en fait, son père a téléphoné plusieurs fois et qu'il avait recherché à la voir. Moi aussi, j'ai écrit. Enfin, on a fait des choses. Il voulait pas qu'on fasse des choses avec la loi et tout ça parce qu'il voulait pas qu'elle morfle. Il avait peur de ces gens-là. Je comprends. Alors donc, on a essayé par la bande. On a une photo d'elle quand elle avait 14 ans, parce que sa mère et lui se sont vus, mais ce jour-là, elle a dit de toute façon, tu ne reverras jamais ta fille. Donc ça, il lui a dit tout ça, et je pense que ça doit être dur pour elle. Hein. C'est terrible, absolument terrible, Maryse. Ça doit être affreux. Oui, parce qu'elle a 26 ans de croyance, enfin 24 au moins, où tout s'écroule. Oui, tout s'est écroulé. C'est-à-dire les personnes en qui elle avait confiance. Hein, oui. Tout d'un coup, c'est un rideau qui se déchire. Ah oui, c'est ce que je comprends aussi. De son histoire. Ça me fait mal au cœur. Oui, je comprends. Parce que j'ai beau avoir d'autres petits-enfants, mais je me dis jamais je ne pourrais avoir une relation avec elle, même si un jour on se revoit, ce que j'espère et que je souhaite. Oui, pourquoi Oui. Parce que je me dis que cette relation que j'ai tissée avec mes autres petits-enfants, tout petits, c'est précieux, c'est tellement de l'or que jamais j'aurais ça avec elle. On créera une autre relation, certainement. Je pense ça, je l'espère d'ailleurs, mais il y a quand même plein d'années perdues. Elle m'a toujours manqué, tout le temps. Oui, mais justement, raison de plus pour tisser une très belle relation toute particulière, mais plutôt que peut-être, ce que je vous suggère de regarder tout ce qui a manqué, certes, mais alors on rattrape évidemment pas toujours le temps perdu, et encore que, c'est-à-dire de lui offrir peut-être des choses qui ont pu lui manquer, juste d'être là pour elle. C'est sûr, mais le problème qu'on a, c'est que depuis qu'elle a revu son père, ses textos, lui, il lui envoie un texto régulièrement, c'est le conseil que je lui ai donné, ne la harcèle pas, mais envoie-lui de temps en temps un petit texto pour lui dire « Est-ce que tu vas bien ?» L'autre fois, sa sœur, ma fille, a trouvé une photo justement où elle était sur les genoux de son papa, donc elle l'a envoyée. C'est bien avec les trucs, les portables maintenant, ils peuvent s'envoyer des photos, donc il lui a envoyé cette photo où elle était sur ses genoux, toute petite. Et comment elle réagit à ça ? Et elle lui a dit je vais bien, merci pour la photo. Ouais. C'est très laconique, mais ce que je peux comprendre. Hein. En fait, Maryse, il faut lui laisser un peu le temps de digérer le choc et le temps, parce que c'est elle qui est revenue, c'est elle qui a voulu savoir, et maintenant il lui faut du temps d'élaborer et de trouver en elle le désir de la construction d'une éventuelle relation, parce que imaginez que tout d'un coup, il peut pas rentrer dans sa vie comme s'il y avait été depuis toujours, parce que le comment vas-tu, c'est ce qu'on envoie à quelqu'un avec lequel on est en relation régulière. Ça va comment aujourd'hui, ou comment vas-tu depuis la semaine dernière, voilà. Là, c'est pas possible. Donc attention à tout ce qui laisserait penser que la relation a toujours été là, alors que c'est faux. Oui. Oui, donc c'est maladroit de faire ça. Un tout petit peu, voilà. Un tout petit peu dans le sens où on voudrait presque dire que maintenant qu'on s'est retrouvés, on va faire comme si on avait toujours été ensemble. Et ça, c'est pas possible. On vient de se retrouver, donc justement, y aller comme sur des œufs, la laisser venir, la laisser aller à son rythme, éventuellement, alors je sais pas juste ce qu'ils se sont dit juste après, mais d'accueillir, de dire que voilà, que lui, vous pouvez comprendre que le choc est important, et de lui laisser le temps qu'il lui faudra, et de voir et de savoir qu'est-ce qui lui va, de lui demander à elle qu'est-ce qui lui irait, que ce soit elle qui décide du tempo de la relation, de venir vers. Est-ce qu'elle a besoin qu'on vienne vers elle? De quoi a-t-elle besoin, elle, aujourd'hui? Elle a eu ses 26 ans la semaine d'après qu'ils se sont revus. Alors il lui a envoyé un texto en disant « Je peux enfin te souhaiter un anniversaire ». C'est joli, ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Et je te souhaite une bonne journée. Voilà, c'est tout. Très bien. Et elle a répondu? Ça, c'est bien. Donc c'est moi qui lui avais fait le texte. Et donc je lui ai dit, tu l'agresses pas, tu lui dis simplement, enfin je peux te souhaiter ton anniversaire. Oui, c'est joli. Donc, bonne journée. Voilà. Oui, c'est gai, c'est joli. Et est-ce qu'elle a répondu? Elle a répondu quoi? Oui, elle a répondu merci. Oui, elle peut pas élaborer de l'affect. Il n'y en a pas eu, Maryse. Donc, tout l'affect de la petite fille, imaginez qu'elle s'est construite en pensant qu'elle n'avait pas de père et qu'elle avait été abandonnée. Elle a
tout qui est bousculé à reconsidérer. Je sais très bien, c'est ce que je pense. C'est pour ça que je veux pas être maladroite. Oui. Et pas donner de mauvais conseils. C'est ça que je demande, c'est ça ma question. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire? J'ai tellement peur de la blesser, de la bousculer. Mais c'est vous qui dites à votre fils quoi faire? Oui. Lui, mais pourquoi? Oui, parce qu'il qu'est-ce sait qu'il pas, sent? il est perdu. Ah, il est perdu. Vous savez, il n'a pas construit de vie, hein, mon fils. Il est perdu. Hein, lui, qu'est-ce que ça lui a fait, lui, de la retrouver? Comment il l'a vécu? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ah il était heureux comme un roi. Hein. Ouais. Vous savez, elle a vu aussi. D'ailleurs, il y avait son compagnon qui était là et qui l'a laissé avec son père, bien sûr. Et il lui a juste serré la main et mon fils lui a dit j'espère qu'on se connaîtra mieux un jour, sans plus, quoi. Et le garçon, il a eu comme un pas de recul parce qu'il a vu au masculin sa compagne au féminin. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Nous, on le savait, on avait vu les photos. Elle, pas. Ah oui, le compagnon et le père se ressemblent, c'est ça que vous voulez dire? Non, la fille et le père. Ah oui, donc c'était troublant. Ouais. Ah oui. C'est joli ce que lui a dit son compagnon. Je trouve ça très très accueillement. Hein. Ça veut dire que lui va être très aidant aussi. Ça veut dire que vous pouvez compter sur lui. Je pense. Et puis mon fils a ressenti quelqu'un de très construit, très. Oui, je trouve ça très mature. Oui. Et elle s'attendait à faire plein de reproches à son père. Et c'est comme ça qu'elle l'a abordé au départ. Pourquoi tu m'as laissé? Enfin, un peu moins, puisqu'elle avait vu les photos par rapport au frère. Oui, elle venait demander des comptes. Elle est devenue mère, parce que comme elle devient mère, elle sait ce que c'est maintenant d'avoir un enfant. Oui, c'est ce qu'elle a dit d'ailleurs. Oui, furieuse contre son père, elle vient de lui dire, mais maintenant que j'ai un enfant, comment je peux imaginer que tu m'aies abandonnée? C'est ça. Et là, elle entend un père lui dire, mais non, je tenais terriblement à toi. Eh oui. Et oui, donc ça va l'aider à être maman, cette jeune fille, cette jeune femme, parce que le père est en train de dire non, je t'ai pas abandonné, ce qui est extrêmement rassurant pour elle, le fait d'avoir le pouvoir de la mère, hein, d'accueillir elle son enfant, parce qu'elle n'est pas la fille. Donc pour la génération suivante, c'est très important. Alors ça, ce sera un jour une étape, mais ça, son père pourra lui dire que c'est formidable, que le courage qu'elle a eu, parce que ça permet de restaurer pour la génération qu'elle est en train de construire. Mais aujourd'hui, laissez votre fils vivre toutes ces émotions forcément un peu fortes qu'il vit, et soyez le plus, j'allais dire, voyez, avec un peu de recul, enfin, faites confiance, voyez, laissez les choses advenir. Voilà. Plus vous allez laisser, parce que c'est elle qui est venue maintenant qu'elle a eu ce choc, même si ça peut être un choc heureux, mais excessivement douloureux. Elle a besoin d'en élaborer quelque chose de nouveau. Oui. Donc il faut y aller vraiment sur la pointe des pieds. Voilà, comme un enfant qui dort. C'est ça. Puis elle se rend compte aussi qu'elle a une grande famille du côté de son père. Il y a deux familles. Donc avec les enfants, les bébés, enfin son bébé, elle va avoir envie, et ça, faites le pari de son désir de mère, elle va avoir l'envie avec son compagnon très certainement que cet enfant ait une famille, des cousins, enfin vous voyez, ce désir-là va naître. Donc, laissez-les aussi venir vers vous pour ça, pour venir chercher une famille. Parce que c'est un peu le principe, un peu comme dans une histoire d'amour. Si elles sont trop d'amour de votre part ou de la part du père, ça va vite l'étouffer. Ah, moi, j'ai pas contact avec elle du tout. D'accord. Hein. Mais le papa, d'accord, ça risque d'être un peu trop pour elle. Donc, il faut laisser un peu de désir, c'est-à-dire de son désir à elle, venir vers lui. Donc, qu'est-ce que vous nous conseillez? C'est de ne pas intervenir du tout ou simplement de temps en temps De temps en temps, occasionnellement, quand l'occasion se présente, mais pas, vous voyez, par exemple, la photo. C'est votre fille, enfin je sais plus qui a envoyé la photo. C'est ma fille, oui. Qui a trouvé la. Non, c'est pas elle qui l'a envoyée à elle. Hein. Non. Mais c'est elle l'a lui. envoyée à son frère, à mon fils, et c'est lui qui l'a envoyée à elle. D'accord. À sa fille. Bon, ça suffit. Ça date de quand cet échange-là? C'est très récent. Hein. Il vient de la retrouver ce mois-ci. Hein. D'accord. Bon, alors ce mois-ci, il y a déjà eu 2-3 échanges de textos, au moins. Oui. Oui. Là, stop. Petit arrêt. Donc, il arrête de la contacter. Il arrête. Qu'il attende un signe ou quelque chose. Elle sait où le trouver.
D'accord. Oui, c'est ça que c'est vraiment ça qui est ma stratégie, c'est de savoir ce qu'il faut faire. Je vous dis pas de tout arrêter. Voilà, je vous dis pas de tout. Quand vous me dites il arrête de la contacter, non, il l'arrête pas, mais il fait pause. Voilà, il l'arrête pas, il fait pause. Voilà. D'accord. Pause pour l'instant. Si c'était ce mois-ci, qu'il y a déjà eu quelques échanges de textos, l'anniversaire, la photo. Oui. Maintenant. On met arrêt sur image, pause, le temps qu'elle, voilà, et vous laissez passer 3 semaines, 1 mois, c'est la rentrée, de voir dans sa vie. Elle est loin physiquement Non, elle est pas loin du tout. Ah. Elle est dans une ville, je sais pas, il y a peut-être... elle est même pas loin de mes enfants à moi. Alors, ce qui serait bien, mariage. Mais bon, personne ne fait rien. Non, ce qui serait bien, c'est si vous avez une réunion de famille ou un déjeuner, vos enfants, je sais pas, quelqu'un dans la famille, et que vous souhaitez l'inviter avec son compagnon. Ça pourrait être une bonne idée. Ah bon? Oui. Ah, j'aurais pas osé. Bah oui, bien sûr. Bah oui, ils font ce qu'ils veulent de propos. Pour pas avoir le tête-à-tête, c'est une rencontre, de venir en découverte, comme vous inviteriez des nouveaux amis, comme des voisins. Oui. Imaginez que vous ayez des nouveaux voisins. Moi, je suis pas censée l'avoir contactée ni rien, sauf qu'elle a vu ma photo sur des photos. Mais pas la contacter. Si vous faites un petit goûter, une réunion de famille, vous les invitez. Non, on n'a pas son adresse. Hein. Bon, mais vous avez son portable. Donc invitez-les. Moi, non, je l'ai pas. Ouais. Bah, pensez à les inviter. Non, mais pas vous, mais votre fils. Hein, une petite réunion de famille, par exemple. Bon courage, Maryse, et belles retrouvailles. Merci beaucoup. Au revoir. Sophie. Au revoir, Maryse. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Vous écoutez Europe 1 et c'est la libre antenne qui se poursuit avec vous et en direct. Une libre antenne pour vous aider à trouver des réponses à des questions parfois douloureuses. Et c'est vrai qu'on cherche parfois à tout prix à exclure de la vie souffrance, inquiétude, mais on oublie très souvent que nous sommes tous en constante évolution et au fond, on désire plus que tout se transformer. Alors on vient ce soir tous ensemble au secours de ces choses, ces pensées, ces croyances qui nous empêchent de prendre notre élan et pour imaginer un nouvel envol. Allez, Quentin est là pour vous aider à vous envoler au 39 21 et c'est Nicolas Godet qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr 39 21. J'attends vos appels. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Yaya. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci. Écoutez, je vous appelle pour mon fils qui aura bientôt 4 ans. Oui. Il est né en 2012, issu d'une grossesse gémellaire, césarisée à 38 semaines, dans le cadre d'une urgence pour souffrance. Et donc l'autre n'a pas survécu. Si. Ah si, les deux, d'accord. Ah oui, ils ont... non, les deux, ok. Oui, il a une sœur qui, elle, suit son développement normalement. D'accord. Mais il y avait une souffrance fétale, en fait, aiguë. Oui, par rapport à la fille, par rapport à la sœur. Ah, par rapport à la sœur, pas par rapport à lui. Non, lui il est sorti le premier, et puis sa sœur l'a suivi après. D'accord. Et lui, aujourd'hui, a plus donc de difficultés que sa sœur? Oui, beaucoup même. C'est-à-dire que déjà, il est position assise à 9 mois, la marche à 22 mois, alors qu'elle, elle a marché normalement dans les 11 mois, la dentition complète, lui, à 22 mois. Il a porté les couches jusqu'à l'âge de 3 ans. Il est coléreux, il pleure souvent, n'aime pas les choses nouvelles, n'aime pas les imprévus, quoi. On nous a dit, on l'a mis à la crèche avec sa sœur normalement, et puis là ils ont détecté un retard de langage.
Nous l'avons pris chez une orthophoniste qui le suivait une fois par semaine. Oui. Et puis, de notre propre initiative, nous l'avons pris chez une pédopsychiatre qui l'a vu et qui nous a conseillé dès la première fois une autre séance chez une autre orthophoniste qui pratique une autre méthode qui s'appelle l'ABA. Oui. Chose que nous avons tout de suite fait. En plus de ces 2 séances par semaine, une fois tous les 15 jours, nous le prenons chez une psychologue que nous a conseillé la première orthophoniste. La pédopsychiatre nous a recommandé, qui nous a été recommandé par des amis, nous a demandé des examens, PAE, psychomotricité, EEG, bilan sanguin et tout. Alors lors de l'examen chez la psychomotricienne, elle a détecté un retard et nous a dit que notre enfant était en difficulté et a voulu le revoir plusieurs fois avant de poser un quelconque diagnostic. Oui. Et donc, il est passé la 2e fois chez elle vendredi, hier. Oui. Et nous lui avons fait part de notre souhait de l'inscrire dans une école spécialisée qui avait, une école où se trouvaient d'un côté les autistes et de l'autre côté les trisomiques. Elle a refusé. Elle a dit que c'était pas possible, c'était pas bien, c'était pas dans son intérêt. Oui. Parce que ça va le tirer vers le bas. C'est pas faux. Oui. Et qu'il fallait au contraire le laisser dans la crèche avec sa sœur et tous les enfants de guillemets normaux. Bien sûr. Pour qu'il s'épanouisse mieux et pour que, je ne sais pas. C'est pour ça que je vous appelle. Oui, vous étiez un peu perdu. Moi, je suis tout à fait ce que dit la psychomotricienne, c'est-à-dire que oui, je comprends que par rapport vous soyez un peu déboussolé parce qu'en plus il s'agit de jumeaux, donc vous êtes un peu piégé d'une certaine manière, Yaya, parce que vous avez un point de comparaison qui est la sœur. Exactement. Et on nous a dit de ne pas le comparer, mais bon, on est obligé parfois. Oui. Et du coup, vous avez un sentiment entre guillemets d'anormalité. Alors c'est vrai, vous avez raison, vous pointez quand même. Voilà, il met plus de temps que sa sœur. Oui. Il y a effectivement un léger retard, mais c'est peut-être un temps d'adaptation plus long pour lui, parce que vous voyez, il n'y a pas eu de diagnostic. C'est là où je rejoins la psychomotricienne, c'est que vous avez fait des analyses et même la pédopsychiatre, il n'y a ni eu d'autisme ni de trisomie, rien de tout ça qui a été décelé. Non, donc pas du tout. C'est un enfant qui et ça se rencontre beaucoup, et j'imagine la pédopsychiatre vous en a parlé chez les jumeaux, où il y en a un peu en retard sur l'autre parce qu'il a du mal à prendre sa place. C'est compliqué d'être 2 là. Oui. Et en plus, il y a une souffrance fœtale, mais la petite, elle s'en est un peu mieux tirée. On ne sait pas bien non plus pour lui, qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour le bébé. Et du coup, lui, il a du mal, d'une certaine manière, à trouver sa place dans toutes les étapes où d'habitude, les autres bébés passent à tel âge. Mais ça ne dit rien de son développement plus lointain, c'est-à-dire qu'il est peut-être à maturation plus lente, cet enfant-là. Peut-être, oui. Et que de le laisser dans un environnement entre guillemets normal, va l'aider à lui donner ce désir-là qu'il a peut-être pas encore en lui. Il a sans doute une histoire de place à réaliser. Qu'est-ce que dit d'ailleurs la pédopsychiatre, Yaya ? Qu'est-ce qu'elle dit par rapport à quoi ? Oui, par rapport à ça, je ne sais pas si vous lui en avez parlé, ou par rapport au diagnostic qu'elle pose sur le développement de votre fils. Elle a dit qu'il manquait d'assurance, qu'il avait très peur. Quand on sort dans la rue, jamais il me tient la main, je sais pas, il saute pas, alors que sa sœur saute 2 escaliers d'un coup, lui il fait un pas. Vous savez, quand on l'emmène au zoo, lui il regarde pas les animaux, il regarde ailleurs. Oui. Il est peut-être très anxieux, très angoissé. Oui, exactement, oui, c'est ça, il est anxieux. C'est un enfant anxieux, oui, donc besoin d'être rassuré. J'imagine, mais non, c'est ce qu'on fait tout le temps, vous savez. Oui, bien sûr. Non, mais il va trouver des moyens aussi en lui-même de se rassurer. Ne surjouez pas non plus, parce que ça c'est intéressant ce que vous dites, Yaya, parce que oui, je comprends. Vous dites c'est ce qu'on fait tout le temps. J'ai presque envie de vous dire. Oui, écoutez ses besoins, mais si vous tentez tout le temps de rassurer en faisant beaucoup, vous lui confirmez qu'il a raison de s'inquiéter. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ne changez pas trop votre comportement par rapport à celui que vous avez avec la petite sœur, pour lui donner envie de rejoindre les mêmes rangs, pour pas le différencier. C'est-à-dire à la fois le considérer comme différent, parce que de fait il l'est, mais ne pas le différencier au regard de vos comportements, en tout cas pas trop, et de son insertion dans la vie avec les autres enfants.
Oui. Et peut-être aussi, alors, il y a peut-être de votre anxiété qui s'ajoute. Peut-être que cet enfant-là, Yaya, est beaucoup plus sensible que la petite. Oui, il est très sensible. Et oui. Voilà. Et alors, c'est très beau. Il est très ordonné, il est très propre, il est très. Il veut vous faire plaisir. Alors que l'autre, que sa sœur, elle est tout le temps en train de courir à droite à gauche, elle crie, elle est pas propre quand elle mange, elle a du chocolat partout. Oui, alors lui, il essaye en fait il le sent, bien sûr, peut-être ses petits retards. Il veut vous montrer tous les efforts qu'il fait pour être dans le rang et vous plaire. Et peut-être, et c'est une option, et peut-être que ça, vous pourriez en parler vous avec la pédopsychiatre en tant que couple. Peut-être que cet enfant-là, comme il est hypersensible, il a compris l'anxiété qu'il génère auprès de ses parents, et que du coup, il est un peu entravé dans son développement parce qu'un peu paniqué, il voit pas très bien ce qu'il y a à faire. Et il peut pas tout faire en même temps. C'est-à-dire, tout faire en même temps, c'est je dois rassurer les parents, mais je dois aussi grandir. Donc, est-ce que je choisis le camp de la petite sœur, ou est-ce que je choisis un peu le camp des parents? Oui. Donc, je crois que plus vous allez être naturel et bien sûr bienveillant, accueillant, comme j'imagine, j'entends que vous l'êtes, plus ça va le sécuriser. C'est par votre propre comportement, un bébé, un petit comme ça anxieux, les parents ont quelque chose à être, pas forcément à faire, à être, pour essayer d'apaiser, parce que il doit sentir qu'il est source d'anxiété et ça le rend lui-même anxieux et ça l'aide pas à se développer. Il sait qu'il pose problème, intimement il le sait. D'accord. Donc moins il va avoir le sentiment de poser un problème, parce que vous voyez, ce qui me fait vous dire tout ça, c'est que vous me dites que toutes les analyses sont bonnes. Oui, elles sont bonnes. Donc tout ça est très très dans l'affect, l'émotion, le psychisme de cet enfant. Oui. Mais il n'y a rien de physique qui l'entrave. Non, pas du tout. Exactement. Ah oui, effectivement, c'est intéressant. Il y a un auditeur qui envoie un message qui dit que peut-être vous pourriez prendre rendez-vous chez un ostéopathe spécialisé dans les bébés et jeunes enfants. C'est une excellente idée. Ce qui pourrait réellement aider cet enfant à être mieux dans son corps et dans sa tête. Surtout dans le cas d'une grossesse gémellaire. Mais c'est vrai qu'il y a eu une histoire de place, vous savez, dans le ventre de la maman. Donc c'est pas évident pour le développement après. Et c'est vrai que ostéopathe version, alors regardez près de chez vous s'il y a, regardez sur internet l'aptonomie. Les aptonomistes, c'est donc HAPOTONOMISTE, voilà, qui travaillent avec le bébé normalement dans le ventre de la maman, mais aussi quand ils sortent, qui est quelque chose qui a à voir avec l'ostéopathie et qui aide l'enfant en fait à prendre sa place dans l'espace et avec son corps. Et comme là, vous me parlez de motricité, de retard de langage, de retard, alors que par ailleurs, vous me dites, il est propre. Et donc, c'est intéressant parce que toutes les règles sociales, il les intègre très bien. Vous m'avez pas dit, il mange proprement, il est ordonné. Donc, il intègre très très bien cette éducation-là. Mais quand il s'agit de lui, de son propre développement, là, il a du mal. D'accord. Donc, avec lui, il a un peu de mal. Il sait pas bien quoi faire ou comment faire. Il n'est pas très rassuré dans son autonomie. En fait, c'est un enfant qui a un problème d'autonomie avec lui, de motricité, de langage. Il laisse toujours passer sa sœur à la première pour qu'il fasse la même chose après. Eh oui, mais c'est pas grave, laissez-le faire. Par rapport à l'école, Sophie ? Ah ben, vous le laissez dans le système normal. D'accord. Okay. Vous verrez bien quand il sera... Si plus tard, il a de réelles difficultés, mais là, non, suivez les conseils là de la psychomotricienne. Il faut qu'il ait ce désir d'y aller et de sentir qu'il est normal, qu'il est comme les autres, parce que sinon, vous le stigmatisez, vous lui donnez le signal qu'il a un problème et qu'il n'est pas comme les autres. D'accord. Ok, très bien. Donc il y a un auditeur là qui aussi envoie un message disant: je reconnais le développement de mon fils prématuré dans celui d'Yaya. Mon fils a eu un retard global, il a parlé très tard, toujours en retard sur le développement par rapport à un enfant lambda. Par contre, il a fait après la crèche et la maternelle. Donc il va, à un moment donné, vous allez le voir prendre son envol, cet enfant-là. Laissez-lui un peu de temps. Il faut qu'on lui fasse confiance. Oui, quoi. Merci Yaya. C'est vraiment, c'est vraiment la chose la plus importante. Vous avez tout compris là. D'accord. Formidable. Ouais. Merci de nous avoir appelés. Beaucoup, Sophie. Et merci de votre confiance. Merci Yaya. Au revoir. Allez, bonne soirée.
Je ne sais pas si, comme moi, vous avez chanté le refrain, mais moi, je l'ai chanté. Allez, femmes, je vous aime, Julien Clerc. Europe 1. Sophie Peters. Yaya, si vous nous écoutez toujours, et je l'espère, un message d'auditeur qui est arrivé pour vous et pour l'histoire de votre petit garçon de 4 ans que vous sentez un peu en retard, qui dit, cet auditeur qui dit, c'est un peu émouvant ce petit garçon si tranquille et si propre, qui tâche de bien faire et qui doit se sentir différent et inférieur par rapport à sa sœur. Oui, c'est ce que je vous disais, Yaya, de bien comprendre tous les efforts que fait ce petit garçon pour être si formidable, parce qu'il sent qu'il doit décevoir quelque part. Alors oui, la confiance, vous avez eu le très joli mot de la fin, Yaya. Bonsoir Brigitte. Oui, bonsoir. Bienvenue. Et aux auditeurs aussi. Oui. Voilà, je vis sans mon frère. Oui. Et je vis avec tous les jours dans mon corps, quoi, parce que il est parti il y a 2 ans. Oui. Et puis, voilà, d'un coup, un accident cardiovasculaire. Et il faut que je fasse sans et avec. Et vous étiez très très proches alors, j'imagine, Brigitte. Oh là. Oh là. Ça veut dire que vous viviez ensemble ? Non, on a vécu longtemps ensemble. Oui. Et puis, comment on a cherché à se trouver pas loin de l'autre sur Paris pour que justement on soit à côté. Les portables, ça facilitait la situation parce que voilà. Et je porte tout le temps. C'est-à-dire que le matin, je me lève. Et bien sûr, ma vie a changé automatiquement puisqu'on m'avait dit ce sera jamais plus comme avant. Mais tous les jours, c'est là. Et c'est là tout le temps. Parce qu'en fait, c'était votre compagnon de route, si je comprends bien, Brigitte, votre frère. Oui, puis j'aurais jamais imaginé, quoi. On peut pas penser que... on peut pas penser... Il était plus jeune que vous ? Non, il avait 3 ans de plus. 3 ans de plus, oui. Et il avait quel âge quand il est parti ? Il avait 57 ans. Oui, c'est très jeune. Et du jour au lendemain, donc, voilà, aujourd'hui, j'ai demandé à mon ami, je lui ai dit, voilà, il faut que je te parle, et Fred, je te demande quelque chose de très important. Et il m'a dit, oui, bien sûr, et je lui ai dit, est-ce que tu voudrais, comme ça, entre nous, c'est par le cœur, que tu acceptes d'avoir le prénom de mon frère en 2e prénom. Et il m'a dit, mais c'est déjà fait. C'est déjà fait, je l'ai déjà... C'était... ça pouvait être que comme ça. Votre compagnon, vous lui avez demandé la permission, d'une certaine manière, de l'appeler du prénom de votre frère. Oui, en 2e prénom, je lui ai dit, voilà, parce que personne de ma famille qui ont eu des enfants, là, ils n'ont pensé à ça. Et ça me touchait. Ça me touchait parce que je me disais, il y a des garçons qui sont nés et personne n'a pensé. Donc, je lui ai demandé, il m'a dit, mais c'est déjà fait dans moi. Voilà. Alors, j'ai trouvé ça très, très gentil de sa part. Oui, très accueillant. Pour vous ? Oui, et puis il l'avait déjà intégré, quoi. Il savait que ça allait être dur et que toute la situation, ça allait être très dur. Il connaissait exactement... il connaissait bien mon frère, il connaissait notre relation, qu'on s'aimait très fort. Très fusionnel même. Oui, en même temps, voilà, il avait un petit souci de santé, donc j'étais là pour lui, je respirais que quand il respirait, voilà, j'étais tout le temps inquiète, quoi. Donc de cette inquiétude qui est partie, parce qu'elle est partie, cette inquiétude qui fasse toujours un malaise, maintenant, c'est, je le porte. Je le porte... en moi, mon frère, voilà. C'est omniprésent. C'est tout. Enfin, je veux dire par là que je parle avec les personnes et que je dois pas penser normalement quand je parle avec les gens au travail et partout et dans les magasins et tout, ou quand je suis occupée, mais c'est dans mon corps. Je sens que c'est lourd toute la journée. Il est décédé il y a combien de temps, votre frère, Brigitte ? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans.
vous voyez, un deuil familial, c'est toujours très long, bien entendu, mais ça fait 2 ans, et 2 ans, vous dites, c'est très lourd en moi. Oui. Je le porte presque à mon insu, c'est-à-dire que il y a quelque chose de la perte, parce que le deuil, c'est quoi? C'est une perte, oui, qui n'arrive pas à partir, c'est-à-dire à s'élaborer. Perdre, c'est perdre. Il est perdu pour vous. C'est la perte. Oui. Et cette perte-là, pourquoi c'est lourd? C'est que vous n'arrivez pas à passer au travers de cette perte. Qu'on soit triste, c'est une chose. Mais quand le deuil bascule dans un état que vous décrivez, là, vous parlez de l'odeur de continu dans votre corps, que votre corps vibre à ça. Donc c'est très physique. Vous décrivez des symptômes très physiques. Vous voyez, c'est quelque chose qui, presque, j'allais dire, qui vous encombre. C'est un détachement qui n'arrive pas à se faire, Brigitte. Oui. Et qu'il est. Oui, dites-moi. Alors, il y a un an, je retombais sur ce jour tout le temps où il était parti, comment ça s'était passé. Et ça, c'est parti, ça. Ça y est, je repense plus à ce fameux lundi. Voilà, ça, c'est sorti de moi. Ce lundi où où tout a basculé en une seconde de temps. Où cette vie, elle a basculé parce que, voilà, ça c'est parti. La culpabilité de ne pas avoir été là ce jour-là, ce sentiment qu'on dit que c'est normal, il paraît qu'on se culpabilise toujours, mais pourquoi j'étais pas là? En fait, je crois que c'est une bagarre avec soi-même. Oui, bien sûr, vous avez raison, Brigitte. Oui. Et ça c'est parti. Mm-hmm. Mais ce poids, voilà, que je porte. Et tous les jours, quand je me lève, je me dis, il est plus là, quoi. Il manque, c'est le poids de la perte. Oui. Et c'est lourd parce que c'est, j'allais dire, une tristesse sans fond. Vous savez, comme si toute la journée il y avait des gros nuages qui assombrissent votre ciel à l'intérieur de vous, quel que soit le temps qu'il fait. Oui. Alors, c'est du temps aussi, Brigitte, tout deuil, surtout parce que vous me décrivez une relation très fusionnelle avec lui. Oui. Donc, plus la relation était proche, comme ça, en fusion, plus vous parlez de l'air que vous respiriez, son air, c'était votre air. Donc, vous manquez d'air, forcément, puisque vous respiriez le même en partant. Et il y a un peu du vôtre qui est parti. Et pour vous, par rapport à d'autres histoires de vie, d'autres deuils, c'est beaucoup plus long. Alors là, vous me dites, et je suis contente de l'entendre, que vous dites, je note qu'il y a déjà une progression, c'est-à-dire petit à petit, la phase de culpabilité est partie. Oui. Vous savez, ça c'est les travaux d'Elisabeth Kubler-Ross sur l'étape de deuil, le travail de deuil. Et peut-être vous les connaissez, les 5 étapes qu'on passe quand on... Non, parce que la première, c'est le déni. Non, c'est pas possible. Ça n'a pas pu arriver. Et puis quelquefois, voilà, on peut rester bloqué là. Et puis après vient une phase de chantage avec le réel. Et si ce jour-là, il s'était pas passé ça, et si j'avais été auprès de lui, et si ça aurait pu ne pas arriver, etc. Et puis après la colère, qui signale l'impuissance, la compréhension, cette troisième étape qui voilà, c'est pas possible, furieux contre la vie. Pourquoi lui? Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Et puis, 4e étape, une immense tristesse, la vallée des larmes. Et puis, en 5, l'acceptation. Mais ces étapes-là, on les passe pas de façon toujours très linéaire. On peut rester très longtemps dans l'une ou dans l'autre. Et puis, on peut encore, quelquefois, arriver à la 3e, pas l'acceptation, mais passer par la vallée des larmes et refaire un trajet dans l'autre sens, repartir dans le chantage, dans la 2, puis dans la 3, dans la colère, et refaire des cycles en boucle. La seule chose qui m'a ennuyée, si je me disais, c'est injuste qu'on mette encore une pierre tombale au-dessus de la terre, parce que ça me l'éloigne encore plus. Alors, j'en avais parlé avec ma sœur, j'avais dit, mais tu crois que, on est obligé de mettre au cimetière la pierre, mais et si elle était toute fine, cette pierre? Je serais plus proche de lui, il serait moins loin. Et ma sœur m'avait dit, quand tu vas aller aux pompes funèbres, il faudra que tu en parles, que tu dises que le moins haut, ce sera le mieux. Tu expliques pourquoi ces personnes-là sont habilitées à comprendre. Bien sûr, Et j'avais même été, j'ai eu la chance d'être reçue
par le patron de la police, parce que j'avais appelé en disant écoutez, j'essaie de me rapprocher des personnes de l'équipe qui l'a vu en dernier, mon frère. Alors est-ce que c'était parce que comme il l'avait vu en dernier, ils allaient me dire des choses et ça me rapprochait de mon frère en même temps. Et il a été très gentil, le patron du commissariat, parce que il m'a entretenu pendant 1 heure et il m'a dit, vous savez, je peux sortir le dossier, je peux vous faire voir des photos, mais parce que vous avez besoin de vous approcher de plein de choses de votre frère. Mais nous, on ne prend pas sous le même angle que vous, les photos, il y a des lumières, tout ça, c'est pas beau. Et alors que c'est pas du tout la vérité, il y a des reflets, enfin, et on prend sous des angles et tout, mais c'est normal. Mais il m'a expliqué, il m'a dit, on fait le deuil à chaque fois, tout doucement, tout doucement. Oui, c'est juste. Mais vous vous êtes approché de nous, mais c'est bien. Bon, on est là pour vous. Si jamais vous avez besoin, je peux vous recevoir encore. Et j'ai trouvé ça très gentil parce que j'ai dit quand même, ils sont très occupés et ils acceptent de parler avec les personnes quoi qui supportent mal. Comme c'était les derniers à l'avoir vu, je me disais, je vais savoir des choses sur mon frère, je l'aime tellement. Et voilà quoi, donc ces personnes-là, je trouve qu'elles ont du mérite, quoi. Bien sûr, et que ça vous a aidé, et c'est très juste et très beau, très très accompagnant, très aidant ce que ces personnes vous ont dit, parce qu'effectivement, on passe par des chemins, par des étapes pour aller vers une forme d'acceptation. Et là, on a besoin de passer par pas mal d'endroits. Il y a Anne qui dit « J'ai perdu mon frère il y a 12 ans et je comprends. Et j'étudie les leçons de vie de Kubler-Ross, d'Elisabeth Kubler-Ross. Si Brigitte elle laisse son numéro pour vous, Anne. Donc, on vous donnera hors antenne si vous voulez, Brigitte. Oui. Parce que c'est aidant ça aussi, de pouvoir dialoguer en empathie, c'est-à-dire avec ceux qui comprennent d'autant mieux qu'ils sont dedans et qu'ils le vivent. Oui. Et c'est comme ça qu'on s'épaule aussi les uns les autres. Et des fois, je sors toutes ces affaires sur mon lit. Oui. Et plein, tout. Et après, je range tout. Et je me dis, non, je range, je peux plus. Après, je sors les photos. Attention, Brigitte, parce que vous le gardez très vivant, votre frère. Et d'une certaine manière, vous l'empêchez de partir. Je sais. Vous l'empêchez de faire son trajet à lui. Vous le retenez. Vous le retenez pour pas qu'il vous quitte. Mais voilà, il fait son trajet. Eh oui. Tiens, je mettrai, du coup ça me fait penser, et j'ai envie de le dire à l'antenne, je mettrai sur la page Facebook de la Libre Antenne les paroles de la chanson que Françoise Hardy vient d'écrire pour son fils, parce qu'elle est malade, avant son départ, qui sont des paroles absolument magnifiques. Et qui peut-être vous aideront d'ailleurs, vous, Brigitte, et bien d'autres, pour comprendre, pour élaborer que ceux qui nous ont aimés, qu'on a aimés et qui partent, ailleurs, sont encore là d'une autre manière. Et c'est ça que dit les paroles de la chanson de Françoise Hardy, et c'est tout à fait magnifique. Je les mets en pensant à vous, Brigitte, et spécialement pour vous. Merci beaucoup. Sur la page, vous les lirez, et c'est important que vous puissiez élaborer la perte comme étant quelque chose de l'ailleurs et de le laisser libre dans l'autonomie. Et vous de grandir. C'est une occasion pour vous, là, le départ de votre frère, d'être dans une certaine autonomie avec vous, mais toujours en lien avec lui. Parce que souvent, on a peur d'oublier la personne qu'on a aimée, mais on l'oublie jamais, en fait. Elle est toujours là. Elle est bien dans votre cœur. On peut penser comme ça à l'intérieur de soi, en se disant, je garde. Oui. Bien sûr. D'accord, oui. On fait vivre un sourire, une pensée dans la journée, la nostalgie, une musique, une chanson, n'importe quoi. Tout d'un coup, on se rappelle et la personne est là, tout de suite très présente. On n'a pas forcément besoin d'un objet ou de ressortir ou de se faire mal là-dedans. On peut garder quelques objets très précis parce que très symboliques, qui sont des vraies présences. Vous avez raison, dans les objets, les âmes vives un peu. Oui, c'est surtout ces écrits, quoi. Voilà, mais ressortir, voyez, ces vêtements, c'était son enveloppe charnelle. Il en a plus besoin, ça servait à habiller son corps quand il était là. Franchement, c'est d'aucune utilité. Et voyez, ça, c'est lourd pour vous. Je les ai aimés. Bien sûr, mais c'est trop lourd, parce que ce n'est plus
Ce n'est plus dans l'époque de vie, dans votre époque de vie aujourd'hui. Ces vêtements appartiennent à un autre âge, l'âge où son corps était là. Et son corps n'est plus là. Oui. Il est là d'une autre manière. Donc les vêtements ne servent vraiment plus à rien. Ça là, vous pouvez les laisser, les vêtements. Que vous gardiez des objets, oui, mais pas les vêtements, Brigitte. D'accord. Et il y a Cathy qui dit oui, je crois aussi que l'on a peur d'oublier, c'est vrai, et l'on s'accroche à un défunt. Moi, je pense à ma mère, je sens que son souvenir m'échappe et je m'accroche pour ne pas oublier. Bon courage, dit Cathy. Le souvenir, il échappe pas, c'est qu'on se croit déloyal de pouvoir penser à une vie sans la personne. Alors d'une certaine manière, oui, c'est ça dont on culpabilise. On continue à vivre alors que l'autre n'est plus là. Et on s'imagine que la vie lui manque. La première année que j'ai dû partir voir ma sœur aux États-Unis prendre l'avion, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Aller prendre cet avion. Et ben si. Il n'est pas là, et moi je prends l'avion. Mais c'est quoi ça Ben oui, c'est que c'est votre vie et qu'il est dans un ailleurs. Il y a Liso qui écrit aussi quelque chose de très joli. Elle parle de fusion. C'est comme si l'endeuillé s'éteignait un peu pour être plus proche du défunt. C'est tout à fait juste vous concernant Brigitte. Et à l'inverse, lui, il reprend un peu de vie en elle. Vous vous éteignez pour lui laisser un peu de place, un peu de vie à lui. Oui. Pour le garder en vie, en fait. Vous le gardez en vie. Ouais. Mais vous pouvez le garder d'une certaine manière, d'une façon, dans la vie, c'est-à-dire dans votre vie et pas la vie à lui. La vôtre, celle où vous prenez l'avion, où vous allez voir des gens que vous aimez, où vous êtes pleinement dans la vie. Et il est là avec vous à ce moment-là. Mais bien dans votre vie. Vous vous enlevez pas de la vie pour être avec lui. Oui. D'accord, Brigitte ? Oui, j'ai compris. Oui. Ouais, super. Je crois que ça va beaucoup m'aider. C'est adorable. Alors, il y a Léa qui dit merci de donner à l'antenne l'intitulé exact de la page Facebook de Libre Antenne. Ça s'appelle la Libre Antenne du week-end. Voilà, vous tapez sur Facebook Libre Antenne du week-end et vous retrouvez la page. Voilà. Et j'y mets plein de petites noisettes pour vous, tel un écureuil. Voilà. Je vous embrasse, Brigitte. Merci beaucoup à vous tous. Merci. Je raccroche pas, merci. Oui, au revoir, Brigitte. Au revoir. Ah oui, merci Juliette pour ce très beau message que vous envoyez à l'instant pour Brigitte. C'est vrai, quelle très très belle citation. Merci vraiment. La citation de Jean Cocteau, le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Exactement. Merci à vous Juliette. Vous êtes là, Sylvie ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Sylvie, bienvenue. Merci. Voilà, c'est en fait en écoutant le témoignage du papa avec ses jumeaux que j'ai eu l'envie de vous appeler, sachant qu'en fait vous avez évoqué le fait de trouver sa place. Et moi, j'ai 53 ans et j'ai toujours de la difficulté à trouver la mienne et à faire des choix, sachant que je suis née prématurément à 6 mois et j'ai toujours l'impression de ne pas faire partie de la famille dans laquelle je suis née, d'avoir du mal à trouver ma place, et je suis émue, excusez-moi, d'avoir du mal à trouver ma place et de faire des choix. Oui. Comme si vous aviez pas eu le temps de faire le choix de sortir au bon moment. Oui, c'est ça, oui. Oui. Ah, on vous entend plus, Sylvie. Ah on vous a perdu, ça a dû couper net. Alors vous savez ce qu'on va faire, on va faire une petite pause en musique. Le temps, effectivement, c'est du direct, de retrouver Sylvie, et on va faire une petite parenthèse musicale. C'était le Johnny national, Johnny Hallyday. Ouais, c'est les journées du patrimoine. Allez, que je t'aime et moi que je vous aime. Europe 1. Sophie Peters. Alors, on a essayé, Quentin a tout tenté pour retrouver Sylvie. Ah si, c'est bon, il me fait voilà. Vous voyez, formidable. Vous êtes là, Sylvie? Oui, génial.
J'ai eu un souci de téléphone. D'accord, oui, c'est ce qu'on s'est dit. Quelquefois, c'est les batteries, non? Voilà, tout à fait. Oui, la batterie s'est déchargée. Oui. Et donc, voilà. Bon, écoutez, c'est formidable parce qu'on a réussi. Mais vous inquiétez pas, dans ces cas-là, on aurait essayé de vous avoir pour demain soir. Mais l'essentiel, voilà, c'est qu'on puisse poursuivre. Voilà, comme ça, on est le droit de Johnny entre-temps. Le temps de vous retrouver. Oui. C'est le principal. Alors, oui, Sylvie, oui, d'ailleurs, vous étiez émue quand vous nous en parliez tout à l'heure. Vous disiez problème de place parce que, je suis née à 6 mois prématurée. Vous vous situez où dans la fratrie? À quelle place? Moi, je suis l'aînée. Ah, l'aînée. Et au sein de ma famille, j'ai l'impression d'être transparente, en fait, c'est étonnant parce que les personnes avec qui, là j'ai rencontré quelqu'un il y a 2 ans, et il me dit à chaque fois que je te vois au sein de ta famille, ce qui est surprenant, c'est que vous ne savez pas quoi vous dire. Et vous avez le sentiment que le reste de la famille, j'allais dire, fonctionne bien ou tout le monde est un peu comme ça, les frères et sœurs? Moi, avec ma sœur, j'ai pas de lien particulier. Non. On a un lien qui est inexistant. Et votre sœur avec vos parents? Même chose que... Non, elle est très complice. En fait, elle est complice avec maman. Avec papa, papa est plus discret, donc c'est plus difficile pour dialoguer avec lui. Mais il y a une complicité qui ne s'est pas faite avec moi et avec la psy. Donc, on évoque le fait que ma prématurité a dû être un choc pour mes parents, ce qui fait que, elle a 53 ans, les conditions de mise en couveuse étaient différentes de celles actuellement, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de lien corporel. C'est vrai. Et donc c'est étonnant, en fait ce lien-là, je le ressens pas. C'est comme si en fait je faisais partie de cette famille, mais que le lien ne s'est jamais fait. Ce qui fait qu'en fait, j'ai énormément de mal à aller vers les autres. Oui, je comprends, Sylvie, parce que... Je peux aller vers des inconnus, engager une conversation, et en même temps, je ne sais pas comment poursuivre la relation. Oui. Oui, voilà. Oui, parce qu'en fait, effectivement, le lien, vous avez raison, et le resituer dans l'époque, le fait qu'il n'y avait pas le toucher en couveuse et que donc il y a une coupure en fait du lien pour vous sauver, vous n'avez pas pu, et encore une fois, c'était impossible pour vous, mais vous n'avez pas pu faire de vos parents, rendre vos parents. C'est-à-dire que quand on devient parent, le bébé fait naître aussi les parents. De la même façon que le bébé naît, à ce moment-là, les adultes naissent dans leur identité de parents. Et vous, en arrivant, il a manqué, et sans doute au moins 1 mois ou 2, le fait que vos parents puissent devenir parents grâce à vous. Et donc, eux ont dû se sentir en échec, même s'ils y étaient pour rien, tout ça était dans la nature, mais ils ont dû se sentir en échec de ce bébé qui ne pouvait pas les faire devenir parents, alors que votre sœur, elle a pu tout de suite les faire devenir parents, dans le lien, dans le toucher. Donc là, le lien, effectivement, que vous ne ressentez pas, parce qu'il n'a pas pu se faire, et tout ça est très inconscient, mais c'est, j'allais dire presque schématiquement, c'est de façon inconsciente, un peu comme si vos parents vous en voulaient, à vous le bébé que vous avez été, de ne pas avoir pu faire en sorte d'être assez là pour qu'eux puissent devenir parents. Ils ont pu devenir parents avec votre sœur tout de suite. Oui, c'est ça. Elle est née à terme, et puis en fait, je pense qu'en même temps, je pense qu'il y a de la surprotection. Ce qui fait que, en fait, moi, l'inconnu me fait peur quelque part, d'où ma problématique de faire des choix, par exemple, sur le plan professionnel. La peur de faire le mauvais choix, Oui, j'ai souvent rencontré des problèmes relationnels parce que j'attendais de l'autorité peut-être un regard parental, ce qui n'était pas du tout, dans l'axe d'un emploi, vous voulez dire? Voilà, c'est ça, dans l'axe d'un emploi. Et donc, j'ai eu des problèmes, en fait. En fait, vous attendiez d'être validé
par l'autorité. J'attends toujours d'être validée. Mais oui, mais parce que il n'y a pas eu validation des deux côtés dans votre histoire. Vos parents n'ont pas pu vous valider parce qu'ils vous ont pas eu tout de suite, donc on leur a dit vous êtes parents, mais on vous donne pas le bébé tout de suite. Alors c'est vrai qu'ils se déplaçaient tous les jours, donc ils me regardaient à travers derrière une vitre. Oui. Mais il n'y avait pas la possibilité de toucher. Et ils ont dû sentir la mort. Mais exactement, qui rôdait, et puis ce sentiment d'échec pour eux. Parce que même si ils n'y pouvaient rien pour la maman, le papa, et puis on ne sait pas ce qui se passait dans le couple, et ce sentiment de mais qu'est-ce qui a bien pu nous arriver, et comme une forme, un ressenti d'échec, et donc très douloureux, ce qui pour vous n'aide pas à construire. Moi, j'ai énormément de mal à construire et j'ai rencontré des difficultés professionnelles, ce qui fait que en 2001, j'ai pris un congé parental de 3 ans. Et puis, quand j'ai repris mon travail, j'ai pas retrouvé le même poste et je suis tombée sur une personne très froide, très autoritaire, à la limite harceleuse, ce qui fait que ça m'a mis en difficulté. Et donc, depuis, je suis toujours dans la même structure, mais je suis cataloguée. Sylvie, on arrive malheureusement à la fin de l'émission, mais on s'est eu peu de temps. Je vous propose, si vous voulez, qu'on vous rappelle demain et qu'on parle de votre emploi et qu'on démarre l'émission avec vous, si vous êtes disponible, dimanche soir. D'accord. On se dit à demain soir, Sylvie. Allez, bonne nuit à vous. À demain. Il est 1h. Oui, c'est la fin de nos 2 heures passées ensemble, fort agréable. Je vous souhaite une belle et douce nuit, des beaux rêves. Je vous laisse en compagnie de Nikos Aliagas avec cette toute nouvelle émission très sympa de Quoi j'ai l'air, et il reçoit André Dussolier. Faites de beaux rêves et je vous donne rendez-vous demain 23h. Bon dimanche.